à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Prochain rendez-vous électoral après la présidentielle de 2021 au Bénin, les législatives de 2023, soit dans 2 ans. L'opposition totalement absente du Parlement actuel parviendra-t-elle à prendre sa revanche, ou tout au moins, mesdames, messieurs, fait son entrée? Si pour certains, les carottes sont définitivement cuites pour une opposition sortie, très affaiblie, du scrutin présidentiel, pour d'aucuns, tout est encore jouable. Tout dépend des stratégies mises en place aujourd'hui pour les défis qui s'annoncent. Législative 2023, quel type d'opposition pour 2023 et autres défis d'urgence? Il s'agit là du thème en débat. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, l'une des figures de proue du parti Les Démocrates. Je vais nommer le vice-président, M. Eugène Azatassou. Eugène Azatassou, bonjour à vous. Bonjour, bonjour sur le plateau, bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon. En face de vous, un éditorialiste pour des éléments d'appréciation. Il n'est plus à présenter. Vincent Folly, c'est son nom, le directeur de publication du quotidien qui a permis manque à l'appel, toujours encore dans les kiosques. La fin sans doute pour bientôt. Rien ne dure éternellement, dit-on. Monsieur Vincent Folly, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Sachez-le, le plaisir est partagé. Mesdames, messieurs, oui, le temps passe si vite. Et bientôt, le peuple béninois aura encore, oui, à être appelé aux urnes pour notre rendez-vous. Celui-là aussi d'importance, les législatives. Aura-t-on à nouveau un Parlement monocolore? Comment l'opposition se prépare-t-elle? Sans doute la mouvance est déjà à pied d'œuvre. C'est la grosse interrogation qui taraude les esprits. L'une des figures de proue de l'opposition pour nous aider à apprécier. Eugène Azatassou, une fois encore, merci pour la disponibilité. Merci. Mais avant, dites, ils sont sans doute nombreux à vouloir le savoir, comment se porte l'autre figure de proue, mais il paraît exilé de marque du parti Les Démocrates. Je vais nommer Boni Yaye. Merci beaucoup. Merci pour la question. En fait, Boni Yaye n'est pas en exil. Sérieusement? Je crois que vous faites référence à une intervention que j'ai eue. Non, Boni Yaye n'est pas en exil. Il est parti d'ici bien avant les événements parce qu'il avait eu des problèmes au niveau de sa famille, des problèmes de famille. D'abord, ses propres enfants étaient indisponibles. Il est parti. Et puis après, son épouse est indisposée. Il est resté là-bas à son chevet. Boni Yaye, ce que j'avais dit entre-temps, c'était juste un conseil compte tenu de l'arbitraire dans lequel nous vivons au niveau du pays. Mais je suis persuadé que connaissant Boni Yaye, mes conseils ne seront pas suivis. Parce que lorsque son peuple est pressuré comme il est actuellement, lorsque cette gouvernance affame le peuple et crée la misère et les douleurs, Boni Yaye n'est jamais loin. Il n'est pas en exil et dès qu'il aura résolu ses problèmes de famille, je suis persuadé que Boni Yaye apparaîtra aux côtés de son peuple. Ce n'est pas un homme qui peut rester loin. Vous êtes sérieux là? Je suis très sérieux. Après votre sortie, ce n'est pas le terme, mais vous permettez, après votre sortie, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu même dire que son silence, c'était pour négocier un retour pacifique au pays. Non, pas du tout. Il est sorti parce qu'il avait des problèmes de famille, des problèmes de santé au niveau de ses enfants et au niveau de son épouse. C'est tout. Et il est parti bien avant les événements. C'est qu'il est parti bien avant. Oui. C'est le problème familial qui a fait qu'il s'est muré face aux différents problèmes. C'est ça. Non, bon, il faut dire aussi que Boni Yaye avait fait l'option de ne pas être au niveau des démocrates, on le sait. Il avait fait l'option de ne pas être au devant de la scène pour porter ombrage au parti. Non, il avait fait cette option. C'est clair que c'est peut-être ça qu'il suit, même en étant loin, mais il n'est pas en exil. Il n'y a aucun élément d'ailleurs qui puisse montrer. Aucune convocation ne lui a été déposée, rien ne lui a été reproché, donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit en exil. Boni Yaye n'est pas
en exil, il est dehors pour ses problèmes de famille. Ok, alors on a pris bonne note. On va évoluer dans le sujet qui nous réunit ce matin. Oui, la question, c'est 2023. On n'a pas idée, mais ça se prépare. Déjà, oui, Eugène Azatassou, cette opposition qui semble absente, c'est vrai, il y a de vos sorties qui font dire qu'il y a encore une opposition. On a vu d'autres aussi, mais le peuple, dans ses appels incessants ces derniers jours-ci, a eu l'impression d'être tout seul. Par rapport aux enjeux actuels, messieurs, très prochainement à l'horizon, comment cela s'explique? Non, je vous concède effectivement qu'il y a eu un calme au niveau de l'opposition depuis lors, mais c'est parce que nous venons de traverser, et peut-être que c'est encore en cours, une répression que je peux qualifier de forte répression, de répression barbare, puisqu'il y a eu tirs, il y a eu des tueries, il y a eu mort d'hommes. Et dans ces conditions, dans n'importe quel pays du monde et à n'importe quel moment de l'histoire, quand un peuple traverse une répression, il y a toujours un reflux par rapport au combat. Donc c'est ce moment de reflux que nous avons traversé et nous travaillons à remettre les choses en place. C'est clair que au niveau des démocrates au moins, vous aurez de nos nouvelles très prochainement au niveau de la presse pour nous entendre sur les différents sujets de l'actualité. Donc, ça, tout se met en place, en tout cas au niveau des démocrates. Et au niveau des démocrates, nous travaillons aussi à ce que tout se mette en place au niveau de l'opposition. Mais ce n'est pas tellement ça le gros problème de 2023. Le gros problème, c'est quoi? Le gros problème, c'est que, en réalité, et au niveau de 2019, au niveau de 2020 et au niveau de 2021, il n'y avait pas de reflux. On était en place. On avait tout fait. On avait fait tous les dossiers. On avait animé la vie politique comme il se devait, mais on avait été exclu par 3 techniques différentes. Le gros problème de 2023, c'est quelle est la prochaine technique d'exclusion de l'opposition. C'est à ça qu'il faudrait qu'on réponde. Et tant qu'on n'a pas trouvé la réponse à ça, je l'ai dit, je crois, sur votre plateau, c'est que nous nous asseyons tous. L'opposition, si c'est pour animer la vie politique, si c'est pour s'organiser au sein du peuple, organiser le peuple à se battre contre cette gouvernance qui affame et qui détruit tous les tissus de la société, l'opposition se mettra en place. Mais ce n'est pas ça. Quelle est la prochaine technique d'exclusion de l'opposition? C'est ça le problème qui doit être résolu. Vous voulez que le gouvernement vous dise la prochaine technique? Non, nous ne voulons pas que le gouvernement nous dise, mais nous disons qu'il faut que le peuple comprenne que le gros problème de l'opposition, le gros problème de 2023, c'est que la gouvernance d'exclusion n'a pas changé. Et pour qu'elle change, il faut que nous nous asseyions sous un certain nombre de conditions, que nous nous asseyions pour redéfinir notre vivre ensemble. Si ça n'est pas fait, bon, on va travailler, on va animer la vie politique, on va s'organiser, on va mettre les choses en place, mais il n'est pas impossible que la gouvernance restant la même, que les objectifs n'ayant pas changé, que les hommes étant en place, parce qu'il y a un gouvernement qui a été formé et qui est resté pratiquement intact, les hommes étant les mêmes, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous allons nous battre, nous allons prévenir. Nous nous sommes battus en 2019, on a été exclus, comme vous savez. En 2020, nous avons dit, bon, ça ne se passera pas comme ça. On a pris nos dispositions. Et il y a une autre technique. En 2021, on s'est encore battu, on a dit, bon, ça ne sera pas comme 2019, ça ne sera pas comme 2020. Et puis, il y a une troisième technique. Quelle est la 4e technique? Si on ne se rassoit pas, que le peuple béninois ne soit pas rassuré, qu'on aura une opposition démocratique au Parlement de 2023, le peuple béninois doit s'organiser pour exiger ça et l'obtenir. Voilà. L'éditorialiste, quand il suit le politique, il se dit que tout est perdu pour cette opposition, là où vraiment l'espoir est encore permis. La grosse interrogation d'un acteur majeur quand même, c'est
quelle sera la prochaine stratégie? Vous l'avez suivi. Et la question qui nous réunit aujourd'hui, quel type d'opposition face aux défis prochains? Oui, merci de me donner la parole. J'avais peur que le professeur ne fasse tout le débat. Non, il ne fera pas. On était obligé de lui poser ces questions-là. Merci. Merci. Non, avant de revenir sur le sujet très rapidement, je vais rendre hommage à celui qui est en face de moi. Le professeur Azatassou, c'est un aîné et que j'admire. Il est docteur en mathématiques. Vous ne le savez pas, beaucoup ne le savent pas. La dernière fois que je l'ai vu dans cette activité, il était l'adjoint du professeur Nkonou, qui dirige la chaire mathématiques et applications, je crois, c'est le nom qu'on vous donne, au quartier de Sainte-Rita, quartier Zobo. Et le professeur, je le connaissais dans la vie privée, c'est un docteur en mathématiques. Et je ferai un débat avec lui un jour, j'espère, pour lui demander de démystifier les mathématiques. Comment il faut faire, parce que les mathématiques ont des problèmes dans notre pays, dans le monde entier. Hein. Mais comment faire pour démystifier les mathématiques? Parce que les gens nous trompent en parlant de technique. Parlant de technique, d'enseignement technique, je crois que les gens se trompent. Il faut former des gens dans la mathématique. Et on va faire ce débat. Et pour le débat du jour? Deuxième hommage que je vais rendre, c'est le professeur Azatassou est celui qui a le discours le plus articulé. Depuis quelques jours que je l'entends, je suis même allé le rencontrer. Et il a le discours le plus articulé sur la situation que nous vivons actuellement. Je l'ai suivi sur votre chaîne, je l'ai suivi sur Cristal, de nos amis, et j'ai vu quelqu'un qui est prêt pour le combat. Et là, le deuxième hommage que je vais lui rendre, c'est un militant de longue date. Il a été communiste. Et il a compris, contrairement à nos amis communistes, nous avons des amis communs qui sont restés dans la récitation des thèses marxistes. Il a compris très tôt qu'il faut aller dans la réalité. Je le salue et je trouve que c'est un bon esprit et un intellectuel très intègre que nous avons dans notre pays. Voilà, cela dit, je ne vais pas lui faire de cadeaux sur ce plateau. La technique qu'il attend que le gouvernement développe en 2023 est déjà en place. L'exclusion. C'est la politique d'exclusion. Ça ne va pas changer. Et le professeur dit tantôt, oui, si nous ne nous asseyons pas, il n'y aura rien et que la situation risque d'être ce que nous avons connu. On ne peut pas s'asseoir si on n'impose pas l'inversion de ce que j'appelle les rapports de force. Si le pouvoir qui est là ne sent pas qu'il y a une opposition pugnace, capable de lui résister, elle ne va pas s'asseoir avec. Actuellement, ce qui se passe est extrêmement grave. L'opposition est complètement tétanisée. Au lendemain des élections, les leaders ont été arrêtés. On attendait une réaction des démocrates. Je suis devant lui. Qu'au moins, qu'il y a eu leur leader, celui qu'ils avaient porté pour être leur candidat, a été arrêté. Je n'ai vu aucune réaction de leur part. Il pourra certainement me dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu le professeur Aïvo. Il y a eu d'autres arrestations. Mais nous sommes en démocratie et ils ont créé un parti. Le parti a des ramifications dans le pays. Moi, j'attendais que ces démembrements de ce parti s'organisent et répondent au pouvoir. Or, actuellement, c'est le calme plat. Les gens vont être jugés dans quelques jours et tout le monde se tait. Il y a comme une situation inacceptable de silence plat dans la classe politique. Comme si ce qui se passait devant nous était normal. Or, ce qui se passe devant nous, si la situation évolue dans ce sens, 2023 sera un boulevard pour le pouvoir qui aura beau jeu de dire, écoutez, moi je veux bien que l'opposition vienne pour le Parlement, comme on appelle, moins monocolore. Il va trouver des Irénée Agossa, des Koué, des Humpé, pour former une petite frange de députés qui ne pourra rien changer, et on dira que nous avons un Parlement, comment on peut dire, multicolore, ou un Parlement pluraliste. Et ce qui risque d'arriver, avec ce que le pouvoir fait, c'est qu'on peut arriver. Et moi, je dis de veiller à cela, je parle au professeur, que dans la foulée des procès qui se déroulent, qu'on en vienne
comme en Côte d'Ivoire, j'ai vu hier, le parti de Soro a été dissous par le tribunal. Et je ne sais pas si vous vous taisez, et on peut arriver à dissoudre les démocrates, et là, ce serait extrêmement grave pour notre pays. Voilà votre premier regard. Oui, nous allons écouter cette diaspora qui s'est montrée très en verve, et depuis quelques jours, qui observe, qui apporte aussi son grain de sel. Mais dans ce combat, est-ce que 2023 pourra être une date d'importance pour cette diaspora où on entend aussi des bruits de bottes depuis un certain moment? Il paraît que ça participe de la vitalité. Nous avons avec nous M. Souleymane Harouna qui n'est plus à présenter. Souleymane Harouna, oui, bonjour à vous. Oui, bonjour Joël Tondi, comment vous vous portez? Très bien, et vous-même? Non, ça va, merci beaucoup. Non, heureux de vous avoir avec nous. Alors, la grosse interrogation qui nous réunit ce matin, vous l'avez sans doute constaté, c'est 2023, un grand rendez-vous. Pour avoir un Parlement soit monocolore, soit pluraliste. Le défi est-il tenable dans un environnement comme celui-ci? En un mot, quel type d'opposition pour ce grand rendez-vous et les autres qui s'annoncent, parce que 2023 est un carrefour pour d'autres défis. Comment appréciez-vous ce défi pour l'opposition? Voilà, je salue vraiment mes copanélistes qui sont vraiment des gens très très respectables. Le doyen Folie et aussi le doyen Azatassou. Je leur rends hommage. Et ça fait quand même plaisir d'être sur le même plateau avec des gens aussi éclairés que que mes co-débatteurs. Ceci dit, vous savez, effectivement, il y aura un problème très sérieux en ce qui concerne les élections de 2023. C'est clair, c'est pratiquement une autre exclusion en téléchargement. C'est clair, parce que ne nous voilons pas la face tel que c'est parti, en tout cas au niveau de ces élections et au niveau de la configuration politique, c'est une impossibilité mathématique en tout cas que la vraie opposition soit aujourd'hui pense qu'elle sera, je parle de l'opposition, au Parlement en 2023 parce que il y a la question de 10%, il y a, comment dirais-je, une opposition déjà choisie, en tout cas par le pouvoir en place. Comment est-ce que vous pensez que des formations peuvent réaliser le miracle de 10%? Vous savez, notre classe politique, et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs sorties ces derniers temps, et j'ai sorti l'expression au fait de rebeloter, cette opposition. Et tant que nous n'allons pas, rebeloter, cette nouvelle, cette opposition, il y aura un problème. Quand vous savez, quelqu'un comme Patrice Talon en face, quand vous avez quelqu'un comme Patrice Talon en face, quand vous savez que celui-ci a été un acteur du monde des affaires, qui a côtoyé tous ces politiques, il y a des raisons de s'inquiéter. Une collaboration, en tout cas, voyez-on dit, de politiciens, d'hommes d'affaires, ne peut donner comme résultante la compromission. Et c'est ça le problème. Pour restaurer la démocratie, pour que cette opposition puisse vraiment être sûre, pour contrôler, pour créer ce que nous appelons une alternance au pouvoir et pour libérer ce peuple afin de lui donner son identité perdue, il faut des hommes et des femmes alors capables de regarder le président Talon en face pour lui dire non. Alors, Monsieur Souleymane Harouna, vous avez sorti un petit mot, et je dis souvent aux téléspectateurs, quand ils viennent, faites beaucoup attention. Quand vous sortez des mots qui méritent qu'on vous relance, acceptez qu'on vous relance. Ce n'est jamais pour vous interrompre, même si ça y ressemble. Vous dites qu'il faut des hommes capables de regarder le chef de l'État en face
et mener le combat. Voulez-vous dire, vous avez utilisé aussi le mot rebeloter, voulez-vous dire que l'opposition telle on l'a aujourd'hui, elle n'a pas l'étoffe qu'il faut pour pouvoir relever un défi supposé de présence au Parlement? Écoutez, les faits sont là. Je ne vais pas voler la face. Et quand vous parlez d'étoffe, il peut y avoir des gens capables, il peut y avoir des gens courageux, il peut même y avoir des gens qui ont des bagages. Mais la question, c'est beaucoup plus l'identité des acteurs politiques qui sont pratiquement au devant et qui titillent, j'allais dire, articulent cette opposition. Et tant qu'il y aura des gens, par exemple ce que j'ai appelé des gens qui ont des bagages, qui ont des squelettes dans les placards. Donc si ceux-là, aujourd'hui, sont au devant de cette opposition, pour en tout cas titiller cette opposition, qu'est-ce qui va se passer, Joël Yotondi? C'est que le pouvoir en place va toujours les mettre au devant du problème. Et alors que ceux-là, comment dirais-je, certains ont été passés à polémique, que cela soit justifié ou pas. Mais du fait qu'il y a déjà problème au niveau de certains acteurs politiques, c'est très facile au pouvoir de se justifier et de faire ce que j'appelle un échappatoire. On vous revient, vous permettez, on a un politique sur le plateau, le débat, c'est toute la classe politique de l'opposition. Monsieur Eugène Azatassou, pensez-vous sérieusement qu'un ménage s'impose au niveau de l'opposition? Bon, je voulais y revenir un peu sur la fin de l'intervention de M. Harouna. Allez-y. En réalité, la fin édulcore un peu la nature du pouvoir qu'on a en face. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cadavres dans votre placard pour que si on veut vous écarter, on vous écarte. Si l'on veut vous pourchasser, on vous pourchasse. Si l'on veut vous mettre en exil, on vous mettre en prison, on vous met en prison. C'est la nuance que je voulais porter. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit effectivement, face au contexte actuel, de mettre en place l'organisation qu'il faut pour que le peuple béninois exige que des conditions soient remplies pour que l'exclusion ne continue pas d'avoir lieu. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait le développement comme ça. Ce n'est pas faire le développement pour dire, le pouvoir sera bien gentil de nous accorder, de nous asseoir. Non. Il faut que... J'ai plus parlé à mes camarades de l'opposition que le co-téléspectateur en général. La question, oui, c'est quelle organisation on met en place pour faire front et créer, pour que le peuple béninois puisse créer. C'est lui qui décide en dernier ressort. Pour que le peuple béninois... Oui. Je suis en partie en phase avec mon doyen Azatassou, et je vais lui dire, Monsieur Azatassou, nous vous connaissons, bien sûr que vous êtes d'une ancienne nomenclature politique, mais vous êtes crédible, vous avez la crédibilité. C'est comme le doyen Folie qui est sur ce plateau. Qui n'est pas un politicien, hein? Moi je ne suis pas un politicien. Mais je sais, mais je suis dans mon rôle. Mais on lui a pris la nouvelle. On l'a tapé dessus. Non, ce que je veux dire par rapport au doyen Folie, oui, c'est qu'il est journaliste, il est en tout cas de la société civile, mais il y a une certaine crédibilité. Et quand il parle, on écoute, sa voix porte. Donc la même chose avec le doyen Azatassou. C'est-à-dire qu'il y a une question de crédibilité. Et aujourd'hui, quand ces personnes-là articulent, sont au devant, de cette opposition, il n'y a plus vraiment polémique. Donc le pouvoir, c'est-à-dire M. Azatassou a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est bon, c'est qu'il dit que cette question d'exclusion, comment dirais-je, dépasse le caractère de squelette dans les placards. C'est vrai, mais pourquoi ne pas être à l'aise quand nous affrontons le président Talon? Si le président si le vice-président Azatassou articulait, comment dirais-je,
et est pratiquement au fond comme il le fait, mais la critique sera moindre. C'est-à-dire, il y a, et comment dirais-je, il y aura une certaine aisance pour vraiment défendre des points de vue, parce que il n'a pas de squelette dans les placards, et il apparaît, il présente une certaine crédibilité. Monsieur Aruna, quand vous les Béninois partagent. Toute la question, elle est là. Il faut avoir le courage, même quand on est de l'opposition, pour le dire. Toute la vérité est là. Vous voulez dire que nous n'allons... Allez-y. Vous voulez dire qu'au niveau de l'opposition, pour vous, il y a des figures qui ne peuvent pas porter le combat ou qui ne peuvent plus porter aujourd'hui le combat? Non, ils peuvent porter le combat, parce qu'on a besoin de tout le monde. Il y a pratiquement la répondance, mais ils ne seront plus pratiquement, et à l'avant-garde, ils ne seront plus au-devant de ce combat. Merci beaucoup. Permettez, voilà, permettez avoir le regard de l'éditorialiste sur ça. Monsieur Vincent Folly, urge-t-il pour l'opposition de revoir sa configuration? Non, je ne peux pas répondre à cette question, mais je dis quelque chose par rapport à ce que le professeur a dit. Et il a parlé de la nécessité de s'asseoir après tout ce qui s'est passé aux législatives, au communal et à la présidentielle. Et il a dit, moi, je veux voir la technique qui va être mise en place. Et je dis au professeur que la technique est déjà là, c'est-à-dire l'exclusion. Ça ne va pas changer. Et il ne s'agit pas de rester dans une position défensive. Ils ont déjà un parti, les démocrates, et qui a des structures dans presque tous les départements, pour ne pas parler de toutes les communes du pays. Et je suis désolé de constater que depuis la présidentielle, on ne sent pas l'existence de ce parti. Il ne faudra pas me confirmer. Non, monsieur Vincent Folly, il faut préciser, on va au-delà des démocrates, on a une figure de l'opposition, mais l'opposition elle-même, on parle de quel type d'opposition désormais? Il y a l'analyse, monsieur de la diaspora, monsieur Suleiman, qui lui pense qu'il faut une réorganisation. Est-ce que c'est important? Non, réorganiser pour voir des gens qui n'ont pas... Je l'ai écouté, je ne perçois pas totalement ce qu'il veut dire quand il dit qu'il ne faut pas mettre des gens qui ont des cadavres dans leur placard. De qui veut-il parler? Moi, je ne sais pas. Nous avons une opposition, au moins dans le pays, représentée par des partis qui ont été exclus. Il y a l'USL, qui n'est pas dans le processus. Il y a les démocrates qu'on connaît. Et avant ça, c'était les FCBE. Mais en dehors de ça, nos amis communistes qui sont dans une position d'opposition, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient avec le pouvoir. Et nous avons une kyrielle de partis, une bonne dizaine aujourd'hui, qui disent qu'ils sont de la mouvance. Ça, au moins, c'est clair. Dans l'opposition réelle, là, nous avons les démocrates. Nous avons nos amis communistes et nous avons les gens de l'USL et peut-être restaurer l'espoir, j'ai oublié. Et j'oublie certainement qui ont déclaré qu'ils sont de l'opposition. Mais le problème maintenant... Le MPL. Pardon? MPL. Je ne connais pas ce parti qui allait se fourvoyer dans l'affaire des municipales et on ne sait même pas comment ils ont été exclus. Et je n'ai pas compris leur discours pendant la présidentielle où ils ont semblé dire nous, ceci. Bon, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir quelle stratégie l'opposition va mettre en place dans ce contexte que nous avons. Et moi, j'ai décrit le contexte d'après la présidentielle, qui est un contexte de calme plat, et de calme qui ne nous rassure pas. Actuellement, des leaders de cette opposition sont en prison. Certains sont en exil. Je veux parler du ministre Kouché, pour ne pas parler du ministre Jonathan, qui sont en exil. Comment tous ceux-là vont se rassembler? Moi, je disais avant... Vous utilisez le mot rassembler. Rassembler. Ah bon? C'est-à-dire, j'avais déjà dit avant la présidentielle qu'il faut appliquer ce que les marxistes, c'est Mao qui a eu ce mot, et je crois que le professeur ne va pas me démentir, qu'il faut distinguer la contradiction principale des contradictions secondaires. Résoudre la contradiction principale. Quelle est la contradiction principale que nous avons à régler? C'est celle qui nous oppose à celui qui a mis la démocratie entre parenthèses. Celui qui est au pouvoir. Et il faut chercher à se rassembler. J'ai prêché ce rassemblement. Alors, s'il vous plaît. Oui. Et je termine en disant, ça me plaît. L'argumentaire n'a pas changé.
Nous avons toujours un pouvoir qui est antidémocratique. N'ayons pas peur de le dire. Et je peux développer largement pour dire que même ceux qui sont dans la mouvance là, ils ne sont pas à l'aise. Aucun d'entre eux n'a eu le courage. Donc, oui, je le dirai. Aucun d'entre eux, vous avez vu, il y a des figures de proue dans cette mouvance. Il y a le ministre Biochane, le ministre Koupaki, il y a le ministre, l'ex-ministre Sekouito Lazare. Qui d'entre eux a levé la tête pour dire je vais être candidat au sein de cette mouvance? On n'a vu personne. C'est une entente. Donc le problème que nous avons un pouvoir qui écrase même les gens de la mouvance, qui les empêche de s'exprimer. On n'a jamais vu ça dans notre pays. Il y a des gens qui étaient proches d'avoir les 70 ans, qui auraient pu dire nous voulons nous présenter. On n'a vu qu'un silence plat. Comme si, écoutez, je gouverne pour vous, taisez-vous, le reste, je m'occupe de l'opposition. L'opposition sait déjà à quoi s'en tenir. Elle est muselée, elle a assumé ça. Et nous avons un pouvoir qui parle monolithique, qui instaure une sorte de pensée unique, qui dirige le pays à sa guise et qui impose sa loi aux deux partis, y compris la mouvance et l'opposition. Donc cette situation ne peut pas durer. Il faut faire en sorte que les rapports de force puissent être inversés. Nos amis des démocrates ont créé une force terrible, un parti, mais j'ai vu à un moment donné, ils couraient derrière le récépissé avant la présidentielle. Et le récépissé va venir. Et puis ils ont brandi ça comme un trophée de guerre, en disant, nous avons notre récépissé. Or, pour aller à la présidentielle, personne n'a besoin d'un parti. Parce que, vous savez, on nous a toujours dit que le candidat à la présidentielle, c'est la rencontre d'une personne avec son peuple. Il n'a pas besoin de parti. Sur ce point, le parti a été naïf ou s'est fait... Ils ont été quelque peu naïfs, entraînant inutilement derrière un récépissé. Et pendant ce temps, le pouvoir s'est organisé et a tout goupillé, à trouver le système de parrainage sur lequel les gens auraient pu faire un combat pour dire que c'est une forme, c'est le sommet de l'exclusion qui était venu, le parrainage. Parce qu'on a dit, il faut au moins 16 députés, 16 élus pour aller à la présidentielle. Dès qu'on a dit, je termine, dès qu'on a dit ça, on a oublié qu'on a dit dans cette disposition du code électoral, 16 élus au moins. Ça a permis à celui qui est au pouvoir d'arracher 118 alors qu'il n'avait besoin que de 16. Et le pouvoir, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle qui aurait pu réguler en disant vous en avez eu plus que les autres, essayons de partager pour avoir plus de candidats, n'a pas pu faire ça. Merci, donc, monsieur. Je vous reviens, merci. Vous avez été suffisamment clair, mais monsieur Azatassou, quand on suit l'éditorialiste, vous vous demandez une assise pour aller de l'avant. L'éditorialiste semble dire il vous faut aussi une assise qui vous permet, vous, d'avoir un bloc. Non, ça, il ne faut pas ça. Il faut un bloc. Il faut un bloc. Mais le bloc se constitue dans le combat. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir, c'est que les camarades de l'opposition n'ont qu'à savoir que le pouvoir n'a pas changé de cap. Ils le savent tous d'ailleurs. Ils le savent. Le pouvoir n'a pas changé de cap. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, commencer à dire, bon, on va s'organiser, on va commencer à aller dans les circonscriptions, on va commencer à faire pour préparer 2023, c'est possible de le faire. Il faut le faire. Mais ce qu'il faut faire prioritairement, c'est comment nous organiser de façon plus efficace pour amener le pouvoir, pour créer ce qu'il a appelé, je suis totalement d'accord avec lui, ce qu'il a appelé l'équilibre, les rapports de force en notre faveur, de façon à amener le pouvoir à renoncer à cette façon de faire la politique. Sinon, effectivement, tout est en place. Le pouvoir a son opposition fabriquée. Bon, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis et j'assume. Le pouvoir a son opposition. Le pouvoir dira... Bon, tout le reste, on s'en fout. Nous avons notre opposition. Vous comprenez? Et le pouvoir dira, le pouvoir c'est parti, le pouvoir partira. Donc, nos camarades de l'opposition, il est urgent. C'est vrai, on a eu la répression, on a dû nous recroqueviller sur nous-mêmes un peu, mais maintenant, c'est assez.
il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Alors, il faut aller vers une organisation qui permette de créer le rapport de force. Et c'est le peuple béninois qui crée le rapport de force entre nous. L'autre a l'armée, a l'État, l'argent. Mais nous, il n'y a que le peuple béninois qui puisse créer le rapport. Si le peuple béninois n'est pas d'accord avec la gouvernance telle qu'elle est faite, il pourra effectivement créer. Et il y a matière à cela. Ok, Monsieur Azatasso, cette opposition que vous qualifiez de réelle, oui. Est-ce qu'à cette date-ci, elle essaie de discuter, elle échange? Oui, non, je vous ai dit que le travail est en cours. Que ça. Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est ça. Non, parce que on a dû. Vous entendez des gens dire que le mal de l'opposition, c'est d'abord l'opposition avant le régime. Ou non, bon, c'est parce que non, c'est tout simplement parce que nous ne nous sommes pas. Chacun n'a pas porté des coups efficaces. C'est pour ça. Sinon, même si je ne suis pas dans le même creuset. Oui. Que, bon, restaurer l'espoir ou bien que le Parti communiste, même si on n'est pas vraiment dans le même creuset, et que chacun donne des coups réellement, bon, on sentira que le pouvoir prend des coups. Vous dites, si chacun donne des coups réellement, il y a eu des comédiens parmi vous? Non, bon, ça dit que il faut quand même, effectivement, que les coups fassent plus mal que ce qu'on a perçu. Voilà. Monsieur Suleiman Arona, quelle stratégie chacun met en œuvre pour effectivement résoudre le problème, l'équation que l'on a devant nous. Voilà. Comment vous, de votre position, vous percevez la suite avec cette opposition et l'engagement qui est aussi celle de la diaspora dans ce combat? Non mais vous voyez, je pense que les deux ont planté le décor. Personne ne va contre le décor qu'ils ont planté. Et M. Azatassou a pratiquement posé le problème sans vraiment aller dans le fond. Le fond sera quoi? Du problème. Mais le fond, c'est quoi? C'est que nous connaissons déjà les problèmes liés à la mouvance. C'est-à-dire, on connaît déjà le diable. On n'a plus besoin, de repeindre le diable. Les faits sont là. C'est-à-dire, les faits qui ont conduit, en tout cas, à l'échec de la diaspora et à toute cette exclusion. Mais le problème que nous posons est l'opposition, en tout cas véritable, ne veut pas voir, c'est en notre sein, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a fait, qu'il y a eu ce qu'ils sont en train de brandir, comme des faits réels, c'est factuel. Maintenant, il faudrait que le regard aussi soit vraiment vu en notre sein. Et c'est pour ça que j'ai parlé de rebelote. J'insiste et je persiste là-dessus. Donc, tant que nous n'allons pas essayer d'avoir des hommes, nous prenons avec qui aujourd'hui ne sait pas qu'il y a une bipolarisation, en tout cas de la vie politique entre le président Yahi Boni et le président Talon. Mais c'est un fait, c'est une vérité qu'il ne faut pas ignorer. Donc aujourd'hui, quand la mouvance aujourd'hui se défend, on rappelle des faits. Et maintenant, on met certains leaders dans ce cercle. Et tant que ces leaders seront devant pour titiller, il y a un problème. Aujourd'hui, regardez tout les voix que nous avons et comment dirais-je, la cacophonie des ambitions au niveau des leaders de l'opposition, c'est un fait. Mais on dit qu'il faut qu'on puisse réorganiser, structurer l'opposition. Et tant que cela ne se fera pas, mais il y aura problème. Si le président Patrice Talon dit avance et beaucoup de choses en ce qui concerne cette opposition, c'est parce qu'il connaît, et vous allez beaucoup m'excuser, le derrière de certains hommes politiques. C'est une vérité. Et maintenant, ces hommes politiques sont de l'opposition. Et dans le même temps, il y a des gens, qui sont dépourvus, de toute cette polémique. Donc, c'est pour ça que je parle d'une nouvelle génération. Quand je parle d'une nouvelle génération, je parle d'une nouvelle génération vraiment sans squelette dans le placard. Ce n'est pas qu'il faut les éliminer, mais il faut restructurer et reconfigurer cette opposition dans une synergie où
il y a vraiment une partie, ne serait-ce que 75% des acteurs de cette opposition pour articuler. Donc, quand le président Oussoua et la mouvance va vouloir se justifier par rapport à des dossiers et à polémique que le peuple connaît, ils ne pourront pas. Et à partir de ce moment, il y a une crédibilité, il y aura une crédibilité au sein de cette Merci à M. Harouna. Je suis 100% d'accord sur le fait que, et nous appelons incessamment à des assises nationales, mais il faudrait que nous puissions créer en notre sein cette structure quand nous allons dire nous sommes prêts, ça sera un prêt définitif. Merci beaucoup. Je demanderai. La question est là. J'aimerais vraiment que l'opposition, puisse vraiment comprendre cela. C'est-à-dire en fléchant. C'est bien retenu. Chaque plateau, comme je le dis, reste une contribution. Merci pour la vôtre. Ce qu'on fera, ça va être sincèrement pour conclure. L'urgence pour vous devra être quoi? C'est de s'organiser. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le plateau, sur ce fait. Et le politique que nous avons devant nous, l'autre qui est de l'autre côté, c'est un politique aussi. Moi, je suis au milieu. Et je dis qu'il y a nécessité de s'organiser face au rouleau compresseur du pouvoir qui est prêt à appliquer la seule méthode qu'elle connaît, l'exclusion. Le premier à avoir parlé de 2023 en pleine période présidentielle, c'est le politologue béninois Mathias Moumpé. Oui. Il en a parlé et j'ai dit, mais Mathias, pourquoi tu parles de ça? De loin, on n'a pas échangé, mais c'est lui qui avait raison. Il savait déjà que la présidentielle était déjà cuite, que les dés étaient déjà pipés et qu'il faut déjà penser à demain. Mais je crois que c'est un avertissement qu'il donnait à la classe politique pour s'organiser véritablement. Et les assises nationales que nos deux amis appellent de leur vœu ne peuvent pas intervenir si le pouvoir ne sent pas que quelque chose l'oblige à aller. Vous savez, en 90, les assises, la conférence nationale n'est pas venue comme un cheveu sous la soupe. C'est qu'il y avait un mouvement qui appelait à cette dynamique-là et le président Kérékou a été obligé de tenir. Il faut faire en sorte que le président Talon soit obligé de s'asseoir avec ses Vincent Folly, oui. Monsieur Jean Azatassou. Non, je pense que le problème a été bien cerné. Bon, il y a un certain nombre de points, malheureusement, sur lesquels je ne pourrais plus revenir parce qu'on n'a plus le temps. Oui. On n'a plus le temps, notamment la question des récépissés, la question du Parti communiste et tout ça. J'aurais bien aimé, mais... On pourra revenir là-dessus une autre fois. Si vous devez conclure, vous diriez? Je dirais que la question essentielle qui se pose maintenant, c'est que effectivement l'opposition doit s'organiser. Et puis, il y a de la matière. Le peuple béninois a démontré qu'il est déterminé à régler ce problème. Il reste qu'on ne s'organise pas bien et qu'on ne porte pas les coups qui devraient être portés pour que ce peuple puisse atteindre son objectif, qui est la restauration de la démocratie et des libertés. Merci. En 30 secondes, M. Souleymane Harouna, vous dites? Oui, l'opposition, je suis d'accord, doit s'organiser. Nous devons aller à des assises nationales. Et moi, je dis que cette organisation, en tout cas de l'opposition, passe par des opposants crédibles, des opposants qui sont pratiquement débarrassés de toute polémique, de tout squelette dans les placards. Et c'est ça la crédibilité. C'est la même chose au niveau aussi de la diaspora. Parce que la crédibilité aujourd'hui, c'est ça qui fera pratiquement mobiliser, rassembler, donner l'espoir et vraiment regarder le président. Merci à vous, Souleymane Harouna. Message reçu, ce fut un plaisir d'avoir été des nôtres, Monsieur Jean Azatassou. Merci également à vous, Monsieur Vincent Folly, Souleymane Harouna. Merci pour la disponibilité, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là, ne vous en faites pas. Il y aura sans doute une suite. Paul Valéry, pour Fossé Compagnie, qui veut faire de grandes choses, doit penser profondément aux détails. Bonne réflexion chez vous. À très bientôt.